mais qui sent... Allez, on s'épanche aujourd'hui sur la journée du 11 avril 2026 pour le président Trump. Et c'est une journée qui se joue vraiment sur plusieurs fronts en même temps. D'un côté, de la diplomatie à très haute tension, et de l'autre, de grosses batailles juridiques ici aux États-Unis. Et ça commence fort. La journée débute avec cette déclaration qui est assez percutante. On charge les navires avec les meilleures munitions, les meilleures armes jamais fabriquées. Ça donne tout de suite le ton d'une préparation militaire, alors même que des pourparlers de paix qui sont cruciaux sont en cours. Forcément, ça installe une tension palpable. Et c'est là que réside toute la tension de la journée, en fait. On a une volonté de paix affichée, mais qui semble complètement éclipsée par une menace de guerre. Alors, quel est le message que le président veut vraiment faire passer pendant que ses équipes négocient? Bon, le premier front nous emmène à des milliers de kilomètres de Washington, à Islamabad, au Pakistan. C'est là que tout se joue en ce moment, avec des négociations directes, à très haut risque, pour essayer de mettre fin à un conflit qui dure depuis 6 semaines. Et là, attention, on ne parle pas de n'importe qui. Le niveau des responsables qui sont autour de la table est vraiment exceptionnel. On a le vice-président américain, J.D. Vance, qui est face au président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf. Cette rencontre en face à face, avec le Pakistan qui joue le rôle de médiateur, eh bien ça montre à quel point il y a urgence à trouver une sortie de crise. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la table concrètement? Eh bien, des points absolument cruciaux. La réouverture du détroit d'Ormuz, d'abord. Ensuite, le sort des sanctions américaines contre l'Iran, le dégel des avoirs financiers iraniens et, point très sensible, l'inclusion du conflit au Liban dans un potentiel cessez-le-feu. Chacun de ces points est une potentielle mine qui pourrait tout faire exploser. Mais voilà, pendant que les diplomates discutent à Islamabad, il y a une autre dynamique en jeu. Les déclarations publiques du président Trump, elles, ajoutent une pression absolument immense sur les débats. Cette phrase, tirée d'une interview, elle ne laisse aucune place au doute. Et si nous n'avons pas d'accord, nous les utiliserons, et nous les utiliserons très efficacement. L'administration Trump ne présente pas l'option militaire comme une simple possibilité, mais bien comme la conséquence directe, quasi inévitable, d'un échec diplomatique. Et cette approche illustre parfaitement sa stratégie. Regardez ce qu'il poste sur sa plateforme Truth Social. L'action militaire américaine n'est pas présentée comme une menace, mais comme un service rendu au monde entier pour dégager le détroit. L'élément de langage est quand même assez fort. Résultat, on est en plein dans ce qu'on appelle le brouillard de guerre. Des médias américains rapportent que des destroyers de l'US Navy auraient déjà franchi le détroit. Sauf que les responsables iraniens, eux, démentent formellement. Alors, ce fameux processus de nettoyage a-t-il commencé ou pas? Pour l'instant, l'incertitude est totale. Bon, on quitte la scène internationale un instant, parce que la tension ne monte pas qu'à l'étranger. Le président mène aussi des batailles, et des batailles cruciales sur le front intérieur, directement devant les tribunaux américains. Le cœur du problème, c'est vraiment un conflit fondamental sur les limites du pouvoir économique du président. Est-ce qu'il a, oui ou non, l'autorité pour imposer des taxes massives sur les importations mondiales? C'est une pièce maîtresse de sa politique America First. Et c'est un véritable feuilleton juridique. L'an dernier, il impose ses tarifs en utilisant une loi d'urgence économique. En février, la Cour suprême lui dit non, ça ne marche pas. Mais qu'à cela ne tienne, l'administration dégaine immédiatement une autre loi, plus ancienne, la loi sur le commerce de 1974, pour imposer de nouveaux tarifs. Et c'est cette nouvelle base juridique qui est attaquée en justice aujourd'hui même. Et cette question du pouvoir présidentiel, elle ne s'arrête pas à l'économie. Un autre aspect de l'autorité du président est scruté de très très près, son pouvoir de grâce. Plus de 1800, c'est le nombre de personnes qui ont bénéficié d'une mesure de clémence du président Trump depuis le début de son second mandat. C'est un chiffre particulièrement élevé. Et ces grâces ne sont pas anodines. Elles sont souvent vues comme des pics, des réprimandes directes au système judiciaire de l'administration précédente. Dès son premier jour en fonction, il a gracié 1500 personnes impliquées dans l'assaut du Capitole. Et plus récemment, des personnalités comme l'ancien élu George Santos ont aussi bénéficié de sa clémence. La réponse officielle de la Maison-Blanche est d'ailleurs assez fascinante. Concernant les rumeurs d'une grâce massive pour ses collaborateurs à la fin de son mandat, sa porte-parole a dit le Wall Street Journal devrait apprendre à reconnaître une blague. Avant d'ajouter, cependant, le pouvoir de grâce du président est absolu. C'est une double déclaration qui, d'un côté, minimise et de l'autre, réaffirme avec force un pouvoir quasi illimité. Donc, si on fait le bilan de ce 11 avril, le tableau est clair. On a une présidence qui doit gérer des tests absolument critiques, à la fois sur la scène mondiale et au sein même du système juridique américain. D'un côté, le sort d'un accord de paix qui ne tient qu'un fil, de l'autre, les limites du pouvoir présidentiel qui sont remises en question.
Diplomatie, économie, justice, une présidence vraiment sur tous les fronts. L'issue des négociations au Pakistan et des batailles judiciaires à Washington va sans aucun doute façonner la suite. La question qui reste en suspens, c'est bien sûr, quelle sera la prochaine étape? Allez, on s'épanche aujourd'hui sur la journée du 11 avril 2026 pour le président Trump. Et c'est une journée qui se joue vraiment sur plusieurs fronts en même temps. D'un côté, de la diplomatie à très haute tension et de l'autre, de grosses batailles juridiques ici aux États-Unis. Et ça commence fort. La journée débute avec cette déclaration qui est assez percutante. On charge les navires avec les meilleures munitions, les meilleures armes jamais fabriquées. Ça donne tout de suite le ton d'une préparation militaire, alors même que des pourparlers de paix qui sont cruciaux sont en cours. Forcément, ça installe une tension palpable. Et c'est là que réside toute la tension de la journée en fait. On a une volonté de paix affichée, mais qui semble complètement éclipsée par une menace de guerre. Alors, quel est le message que le président veut vraiment faire passer pendant que ses équipes négocient? Bon, le premier front nous emmène à des milliers de kilomètres de Washington, à Islamabad, au Pakistan. C'est là que tout se joue en ce moment, avec des négociations directes, à très haut risque, pour essayer de mettre fin à un conflit qui dure depuis 6 semaines. Et là, attention, on ne parle pas de n'importe qui. Le niveau des responsables qui sont autour de la table est vraiment exceptionnel. On a le vice-président américain, J.D. Vance, qui est face au président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf. Cette rencontre en face à face, avec le Pakistan qui joue le rôle de médiateur, eh bien ça montre à quel point il y a urgence à trouver une sortie de crise. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la table concrètement? Eh bien, des points absolument cruciaux. La réouverture du détroit d'Ormuz, d'abord. Ensuite, le sort des sanctions américaines contre l'Iran, le dégel des avoirs financiers iraniens et, point très sensible, l'inclusion du conflit au Liban dans un potentiel cessez-le-feu. Chacun de ces points est une potentielle mine qui pourrait tout faire exploser. Mais voilà, pendant que les diplomates discutent à Islamabad, il y a une autre dynamique en jeu. Les déclarations publiques du président Trump, elles, ajoutent une pression absolument immense sur les débats. Cette phrase, tirée d'une interview, elle ne laisse aucune place au doute. Et si nous n'avons pas d'accord, nous les utiliserons, et nous les utiliserons très efficacement. L'administration Trump ne présente pas l'option militaire comme une simple possibilité, mais bien comme la conséquence directe, quasi inévitable, d'un échec diplomatique. Et cette approche illustre parfaitement sa stratégie. Regardez ce qu'il poste sur sa plateforme Truth Social. L'action militaire américaine n'est pas présentée comme une menace, mais comme un service rendu au monde entier pour dégager le détroit. L'élément de langage est quand même assez fort. Résultat, on est en plein dans ce qu'on appelle le brouillard de guerre. Des médias américains rapportent que des destroyers de l'US Navy auraient déjà franchi le détroit. Sauf que les responsables iraniens, eux, démentent formellement. Alors, ce fameux processus de nettoyage a-t-il commencé ou pas? Pour l'instant, l'incertitude est totale. Bon, on quitte la scène internationale un instant, parce que la tension ne monte pas qu'à l'étranger. Le président mène aussi des batailles, et des batailles cruciales sur le front intérieur, directement devant les tribunaux américains. Le cœur du problème, c'est vraiment un conflit fondamental sur les limites du pouvoir économique du président. Est-ce qu'il a, oui ou non, l'autorité pour imposer des taxes massives sur les importations mondiales? C'est une pièce maîtresse de sa politique America First. Et c'est un véritable feuilleton juridique. L'an dernier, il impose ses tarifs en utilisant une loi d'urgence économique. En février, la Cour suprême lui dit non, ça ne marche pas. Mais qu'à cela ne tienne, l'administration dégaine immédiatement une autre loi, plus ancienne, la loi sur le commerce de 1974, pour imposer de nouveaux tarifs. Et c'est cette nouvelle base juridique qui est attaquée en justice aujourd'hui même. Et cette question du pouvoir présidentiel, elle ne s'arrête pas à l'économie. Un autre aspect de l'autorité du président est scruté de très très près, son pouvoir de grâce. Plus de 1800, c'est le nombre de personnes qui ont bénéficié d'une mesure de clémence du président Trump depuis le début de son second mandat. C'est un chiffre particulièrement élevé. Et ces grâces ne sont pas anodines. Elles sont souvent vues comme des pics, des réprimandes directes au système judiciaire de l'administration précédente. Dès son premier jour en fonction, il a gracié 1500 personnes impliquées dans l'assaut du Capitole. Et plus récemment, des personnalités comme l'ancien élu George Santos ont aussi bénéficié de sa clémence. La réponse officielle de la Maison-Blanche est d'ailleurs assez fascinante. Concernant les rumeurs d'une grâce massive pour ses collaborateurs à la fin de son mandat, sa porte-parole a dit « Le Wall Street Journal devrait apprendre à reconnaître une blague ». Avant d'ajouter, cependant, le pouvoir de grâce du président est absolu. C'est une double déclaration qui, d'un côté, minimise et de l'autre, réaffirme avec force un pouvoir quasi illimité. Donc,
Si on fait le bilan de ce 11 avril, le tableau est clair. On a une présidence qui doit gérer des tests absolument critiques, à la fois sur la scène mondiale et au sein même du système juridique américain. D'un côté, le sort d'un accord de paix qui ne tient qu'un fil, de l'autre, les limites du pouvoir présidentiel qui sont remises en question. Diplomatie, économie, justice, une présidence vraiment sur tous les fronts. L'issue des négociations au Pakistan et des batailles judiciaires à Washington va sans aucun doute façonner la suite. La question qui reste en suspens, c'est bien sûr, quelle sera la prochaine étape?